Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Médien TV. Dans Question d'actu ce soir, nous revenons sur ce drame survenu à Fès, dans le quartier de Al-Mustaqbal, dans la nuit du 9 au 10 décembre. 2 immeubles de 4 étages se sont effondrés coup sur coup, faisant plus d'une vingtaine de morts. Un bilan déjà très lourd qui peut encore évoluer. Il y a quelques heures à peine, là où il y avait des foyers, il ne reste aujourd'hui que des ruines, tandis que les secouristes poursuivent sans relâche leurs recherches dans les décombres pour tenter de retrouver d'éventuels disparus. Des voix commencent déjà à dénoncer un possible non-respect des normes de construction. Aujourd'hui, on craint que la tragédie ne soit le résultat d'un manquement grave aux règles de l'urbanisme. Qu'en est-il réellement? À qui faut-il imputer la responsabilité de ce drame? Les propriétaires qui ont potentiellement enfreint les règles lors de la construction, les autorités de contrôle qui auraient dû veiller à l'application stricte des normes de sécurité, vous l'avez compris, les causes pourraient être multiples, mais la question essentielle demeure, cette catastrophe aurait-elle pu être évitée? Une enquête, dans tous les cas, est en cours pour déterminer précisément l'origine et les circonstances de cet effondrement. Ce soir, dans Question d'actu, nous reviendrons sur les témoignages, les éléments disponibles et les nombreuses interrogations soulevées par ce drame. En compagnie, tout d'abord, à ma droite, de Rachid Boufous. Vous êtes architecte, urbaniste et écrivain. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec moi également, Monsieur Anis Benjeloun, vous êtes vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci madame, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, avec nous également, Monsieur Ahmed Hamid Sitachni. Vous êtes politiste, essayiste et chercheur en anthropologie urbaine. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir et mes sincères condoléances aux victimes et au peuple marocain. Un drame, effectivement, que tout le Maroc est en train de vivre aujourd'hui. Monsieur Boufous, pour commencer, afin d'essayer de comprendre la situation, essayer de faire un petit peu l'état des lieux, savoir ce qui s'est passé, pouvez-vous nous retracer la chronologie un petit peu de cet événement, de ce drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles et au peuple marocain suite à cette catastrophe qui reste toutefois quelque chose d'assez prévisible dans ce genre de quartier très dense, très populaire, où souvent c'est l'autoconstruction qui qui prime en dehors de toute règle, les surélévations non contrôlées de logements. D'après les premières informations, ce projet, donc Al-Mustaqbal, fait partie donc, du quartier El Messira, qui est une opération dans l'Amran. C'est un lotissement où on a distribué des lots et on en a aussi vendu à la population donc, dans les années 2000, notamment en 2007. Les gens commençaient à s'installer donc, dans ce projet. Dans cette partie de ce quartier El Messira, effectivement, il y avait des lots affectés dans le cadre des projets de lutte contre l'habitat insalubre et contre les bidonvilles. Donc ils étaient limités à R+2. Donc, c'est un rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Donc, sont donnés aux gens donc, des plans autorisés et ils pouvaient construire. Donc, les gens eux-mêmes construisaient. Donc, il y avait un support technique au départ, donc, pour autoriser les projets avec des architectes, des ingénieurs. Bien sûr, avec le temps, les gens ont été amenés à faire des surélévations, certainement illégales, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ces démolitions. Ça veut dire que ces surélévations de plus que 2 niveaux supérieurs au-delà du rez-de-chaussée, donc aujourd'hui, on sait que ces logements qui se sont effondrés, ce sont 2 logements en R+3 et R+5. D'accord ? Et le fait qu'ils se soient effondrés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi et ça veut dire que les surélévations qui ont été additionnées donc, à ces logements ne pouvaient pas supporter, donc les bâtiments ne pouvaient pas supporter le poids donc, de ces logements. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas un accompagnement donc, des hommes de l'art, d'architectes et d'ingénieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette autoconstruction représente à peu près 80% de ce qui s'autorise au Maroc. Il faut savoir que nous avons au Maroc 50 000 autorisations
par an. Il y a à peu près 100 000 logements qui se construisent par an. Et surtout cela, il y a 80% d'autoconstruction. Donc ce sont les gens eux-mêmes qui construisent eux-mêmes. Donc maintenant, pour ce qui est des surélévations, la loi est claire. Depuis 2016, nous avons la loi 66-12 qui justement encadre toutes les interventions sur les projets de construction, où il faut absolument nécessairement un accompagnement par les hommes et femmes de l'art. Je pense que dans ce cas précis, cela n'a pas été fait. Et on a eu malheureusement donc ces morts. On ne sait pas encore jusqu'à quand, enfin, le bilan macabre de ce qui va sortir de cela. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui remarqué, notamment à Fès, ce n'est pas la première, ce n'est pas le premier effondrement. Il y a eu déjà un effondrement au cours de l'année 2025, un autre en 2024. Il y en a à peu près partout. Il y en a même à la Médina de Casablanca, dans plein de Médina, pose le problème aujourd'hui de cet habitat vétuste ou cet habitat qui ne respecte pas les règles techniques, les normes édictées, surtout que ces gens qui ont recours à l'autoconstruction ne font pas appel aux hommes de l'art, notamment bureaux d'études, notamment architectes, notamment bureaux de contrôle, notamment laboratoires, pour ne serait-ce que vérifier justement la portance du sol par rapport au poids qui est projeté sur ces lots. Eh bien, on voit le résultat aujourd'hui de ce qui se passe. Voilà. Les instances de contrôle qui doivent aujourd'hui jouer plus que jamais leur rôle, donc vous l'avez dit, des autoconstructions, des bâtiments vétustes, des constructions qui ne peuvent pas supporter une certaine charge. Monsieur Benjeloun, justement, si on en revenait à cette situation, donc ces 2 étages, en tout cas si ces éléments sont confirmés par l'enquête, qui ont été rehaussés, seraient donc la cause, en tout cas, de ce drame. Est-ce que aujourd'hui, les bâtiments voisins qui sont aussi à risque, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments à risque? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, Allah yarham al-amwat, Allah yashafihi al-jarha. Alors, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers regroupe des promoteurs professionnels de différentes tailles sur l'ensemble du territoire national. On ne peut que, disons, constater malheureusement ces dégâts et ces accidents qui sont regrettables. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Sir Rachid Boufous à juste titre. Il a parfaitement analysé la situation. Il a dit ce qu'il y avait à dire concernant cette autoconstruction qui pose problème. Si vous permettez, je vais reprendre le schéma classique de la construction d'un bâtiment. Comme l'a si bien dit Sir Rachid, lors de l'acquisition, ou lors de la mise en place d'un chantier sur un terrain bien précis, alors, une fois que les plans d'architecte sont bien établis, il y a le bureau d'études qui rentre en jeu et il se cale sur ces plans donc d'architecture pour mettre en place la structure. Mais avant de mettre en place la structure, il faut avoir recours à un laboratoire. Ce laboratoire normalement doit faire des sondages pour voir quelle est la qualité du sol. Il établit ce qu'on appelle une contrainte. C'est une contrainte, c'est un terme technique, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais c'est une contrainte qui est calculée en bars. Elle varie de 0,5 jusqu'à 10 bars. Et c'est en fonction donc, de cette contrainte du sol que la structure du bâtiment est conçue et est dimensionnée. C'est une chose qui est très importante. Il s'agit également de déterminer s'il n'y a pas une nappe, s'il n'y a pas des remontées d'eau, etc. Donc tout ça, c'est assez technique et il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, d'avoir recours à ce genre d'études avant d'entamer cette construction. Est-ce qu'aujourd'hui la loi impose justement toutes ces étapes? C'est la question qui se pose. Excellente question. Je pense qu'au niveau des laboratoires, la loi ne l'impose pas. Malheureusement, je pense qu'il faudrait que ça soit ainsi. Et comme l'a si bien dit Sir Rachid, il y a beaucoup d'autoconstruction. Et c'est des constructions qui sont faites, disons, à la va-vite et sans avoir à respecter toutes les normes. Mais il faut aussi comprendre que ces autoconstructions se font dans un cadre économique bien précis. C'est-à-dire qu'il s'agit de se loger et de se loger au moindre coût. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat de ce genre disons, de construction, des populations
qui font de l'autoconstruction est limité, est bien limité. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Vous voyez? Et c'est ça un petit peu le problème qu'il y a. Il faudrait essayer pas de réglementer, il ne faut pas aller dans le sens du répressif, mais il s'agit d'accompagner ces gens. Il faut comprendre un petit peu la situation, comment est-ce qu'elle est. Pourquoi est-ce que ces gens ont recours à l'autoconstruction? C'est parce que les coûts, ils essaient de diminuer les coûts, de les minimiser au maximum. Il y a beaucoup d'intervenants dans l'acte de construire, il y a beaucoup de contraintes. Et n'oublions pas, et rappelons que ces dernières années, nous avons connu une hausse considérable des prix des matériaux de construction. Nous avons connu également une hausse du coût du foncier, ce qui fait que ça fait un surcoût qui est important par rapport, disons, aux populations. Ceci dit, il est clair et net et précis que ça ne doit pas justifier des constructions anarchiques et des constructions aléatoires et qui puissent porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens, ce que nous regrettons. Maintenant, il s'agit si on peut se permettre, ne pas de lancer, disons, la patate chaude vers X, Y ou Z, mais il s'agit dans un cadre apaisé, de concertation, et sans aucune critique, et on ne vise personne, on n'est pas là pour critiquer ni pour donner des leçons de morale de façon péremptoire à qui que ce soit, mais il s'agit d'accompagner disons, toute la chaîne de valeur et toute la chaîne de production avec des conseils. Et nous, on est sur le métier en tant que promoteur immobilier pour donner nos avis et nos conseils afin que ce genre de situation ne se reproduise plus et qu'il y ait au moins certaines sécurités qui soient apportées pour l'édification des bâtiments pour que cette structure soit pérenne. On en revient à cette question de responsabilité qui peut être multiple. Monsieur Sitachny, est-ce que cela met aujourd'hui, on va dire, en évidence la limite des instances de contrôle? Avant de répondre à votre question, je vais dans la lignée de mes deux valeureux prédécesseurs et préciser que la viabilisation de ces terrains qui était fait dans le cadre du recasement des bidonvillois de Einsmen a été faite par les pouvoirs publics. Donc, si étude de sol, il se doit, je pense qu'elle a été faite par les pouvoirs publics. S'il n'a pas été faite, le problème est encore plus grave. D'un point de vue anthropologique, quand on élabore des programmes pareils, qu'est-ce qui se passe? On donne à 2 familles bidonvilloises un lot de terrain. Dans ce cas, ils opèrent de 2 façons distinctes. Soit ils font appel à un tâcheron, comme ça nous l'indique, je n'ai pas d'entreprise ni constructeur, j'ai un tâcheron qui construit comme bon lui semble. Et là, on n'est pas dans un process qui suit les normes, comme l'expliquait tout à l'heure M. Geloun, n'est-ce pas? Dans les premières vidéos que j'ai eu l'occasion de voir, il y avait plus de gravats que de fer et d'acier. Donc là aussi, les enquêtes en cours vont, je pense, relever cet état de fait. Soit, s'ils ne donnent pas au tâcheron, ils construisent eux-mêmes. Quand ils construisent eux-mêmes, ils se partagent avec le tâcheron. Soit ils lui donnent le rez-de-chaussée qui, d'habitude, est commercial et que eux, 2 familles s'installent sur les 2 niveaux, soit ils construisent eux-mêmes, ils se partagent les 2 niveaux et le rez-de-chaussée. Dans le cas qui nous intéresse, à ce qu'il paraît, il y avait non pas 2 familles par lot, mais il y avait au moins 4 familles plus des locataires. Donc il y a eu surélévation. Surélévation, comment elle a été faite? A-t-elle été portée à la connaissance des pouvoirs publics? Comment ça se fait que ça a échappé à l'œil vigilant des pouvoirs publics? Se pose là le problème non pas des architectes et des urbanistes, mais des contrôleurs d'après. Sont-ils en nombre suffisant pour faire ce contrôle? Sont-ils formés pour faire ce contrôle? C'est tout des questionnements qu'on soulève malheureusement à chaque catastrophe et qu'on oublie juste après. De 2, comment voulez-vous qu'un bidonvillois se transforme du jour au lendemain en constructeur? Ça, déjà, le concept en lui-même est à revoir.
il est dû à cet urbanisme de l'urgence. On veut loger le grand maximum en peu de temps. On veut des villes sans bidonville, mais sans une politique réelle d'accompagnement. Déjà, le problème se situe à ce niveau. Quant au contrôle, bien sûr, mes prédécesseurs ont relevé une série d'interventions qui se doivent être faites par des bureaux spécialisés, bureaux d'études, bureaux de contrôle, études de sol, etc. Mais ça, on le sait, à travers tout le territoire marocain, l'intervention de ces bureaux d'études n'intervient pas dans de tels lotissements, malheureusement. Ce qui nous donne des constructions hideuses, inachevées parfois, et avec des risques d'écroulement et de démolition. Des constructions à risque, plusieurs questions que vous soulevez, M. Chitachni. M. Boufous, compte tenu de facteurs qui sont multiples, comme les intempéries, la dégradation naturelle des sols, le manque d'entretien, quels sont les indicateurs prioritaires aujourd'hui que les autorités doivent surveiller? Et pour ce qui est de ce drame, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'on aurait pu détecter peut-être? Alors, le problème qui a causé ce drame, il est lié d'abord, principalement à mon avis et à ma perception des choses, à la non-maîtrise de la démographie urbaine. Je m'explique. Fès est une ville qui capte énormément de migration du rural vers les villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fès, c'est la capitale du Rif, contrairement à ce qu'on pense. Elle est vraiment le réceptacle de toutes les populations poussées par les conditions économiques difficiles, notamment dans le Rif, notamment du côté de Taza, notamment même du côté de l'Atlas, qui viennent pour trouver justement une grande ville millénaire, qui puisse justement leur offrir un toit. Donc cette démographie, on la voit à travers notamment le périmètre urbain de Fès, qui est passé de 3000 hectares en 1960, 3400 hectares, à 113 000 hectares en 2024. Et avec une population, on reprend juste les chiffres du recensement général de l'habitat et de la population entre 2024 entre 2004 et 2024, la ville de Fès, je parle de la préfecture, est passée donc de 977 000 habitants à 1 120 000 habitants. Donc il y a une progression quand même de 17% en même pas 20 ans. Les pouvoirs publics, et il faut leur rendre encore hommage, c'est qu'à partir des années 2000, ils ont ouvert un certain nombre de nouvelles aires à l'urbanisation. Parce qu'il faut savoir que, historiquement, la Médina de Fès, elle est contenue dans 300 hectares, avec 160 000 habitants, avec des densités dans certains quartiers de la vieille Médina à presque 80 000 habitants au kilomètre carré. Donc, ce qui est énorme. Donc, les pouvoirs publics ont ouvert à l'urbanisation ce qu'on appelait les zones d'urbanisation nouvelles, les pôles urbains, à Inchkaf, justement au quartier El Massira. Donc, on a essayé d'absorber justement ce flux migratoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Fès est une ville qui est multipolaire. On a la vieille Médina, donc où cohabitent les gens, et où il y a à peu près 10 à 15 000 logements, mais où il y a surtout presque la moitié qui menacent ruine. Il y a 4 000 logements en Médina qui menacent ruine. Vous avez les quartiers UP, les quartiers résidentiels qui sont plus au sud et au sud-est, et les quartiers populaires qui sont les quartiers de Zouara, de Bensouda, etc., de Massira, qui sont beaucoup plus vers l'ouest, au sud et vers l'ouest. Ces quartiers, Zouara a quand même l'arrondissement de Zouara est passé de 2004 de 160 000 habitants à 300 000 habitants en 2024. Donc regardez, il a pratiquement doublé la population. C'est un quartier où il y avait la possibilité de se loger avec justement ces lots économiques, où l'État a fait un véritable effort pour mettre à la disposition des gens des lots à un prix très bas, où le prix aujourd'hui calculé
pour l'achat, ça reste l'un des plus bas de Fès, entre 5 000 et 6 000 dirhams le mètre carré, où le loyer est entre 1 500 à 2 500 dirhams donc par mois, ce qui favorise justement à ce que les gens, quand ils viennent à Fès ou quand il y a des programmes économiques, vont forcément dans ces quartiers. Donc maintenant, on leur a donné des lots, d'accord ? Les gens, bien sûr, au lieu qu'il y ait une politique publique, où on arrête de donner des lots, on arrête de faire l'autoconstruction, mais qu'on donne vraiment des logements finis, avec des partenariats, avec des organismes étatiques comme l'Omran, ou des organismes privés comme la Fédération des promoteurs, sur des contrats programmes figés. On laisse encore se faire cette autoconstruction. On fait appel à des tâcherons, à des gens qui ne sont pas dans le domaine, sans garantie. Quand vous avez un projet fait par un promoteur, vous avez au moins, il est dans l'obligation de faire au moins une garantie décennale. Donc, il souscrit à travers une assurance sur la structure et sur l'étanchéité du bâti qu'il propose à la vente. Sur ces logements d'autoconstruction, il n'y a aucune espèce d'obligation d'avoir une assurance, ni de souscrire à quoi que ce soit. Donc, les gens qui viennent habiter, ils sont délaissés au fait. Donc moi, je préconise depuis très longtemps, et j'écris, je le dis à la télévision, je n'arrête pas de le répéter, arrêtons avec ces politiques d'autoconstruction. Faisons un habitat fini, construit, selon des normes, englobant des vrais hommes et femmes de l'art, d'accord ? Et arrêtons de donner l'occasion à des tâcherons de faire des logements qu'on sait pertinemment qui vont s'effondrer. Et on va encore en voir, malheureusement, et je le déplore encore une fois, dans les prochaines années, on va entendre encore d'autres effondrements dans d'autres villes parce qu'on ne veut pas changer aujourd'hui de politique et d'approche. On espère que non. En tout cas, on va aller sur ce point important que vous venez de soulever. Mais avant cela, je vais vous interpeller là-dessus, M. Benjelloun. Mais avant cela, M. Boufous, j'aimerais tout de même vous demander si ces bâtiments étaient inscrits dans une liste, peut-être, de bâtiments qui étaient prévus pour une rénovation. S'ils ont été construits en 2007, on ne va pas les inscrire en 2024 dans le menace en ruine. C'est-à-dire, un logement, il est là pour durer plus de 50 ans. Pourquoi on va tout de suite les inscrire dans le menace en ruine ? Et pourtant, ce que vous dites est souvent vrai, parce que ces quartiers qui sont justement autoconstruits, au bout de quelques années, ils se fissurent. D'ailleurs, on a vu hier, à travers des reportages, où les gens qui étaient en direct parlaient justement des logements limitrophes, là où s'est trouvée donc cette terrible catastrophe, qu'il y avait des fissurations qui sont apparues. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut inspecter tout ce quartier, d'accord ? Il faut appeler les gens, d'accord ? Les laboratoires, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle pour venir vérifier, d'accord ? S'il faut évacuer les gens de ce quartier, il faut le faire vite, mais se posera aussi la question, où est-ce qu'on va reloger tous ces gens ? Parce qu'encore une fois, faute d'avoir mis des stocks stratégiques de logements, on a préféré juste donner des incitations fiscales aux promoteurs pour construire les programmes de 100 000 logements, mais on ne leur a pas demandé de mettre un stock, l'État n'a pas mis un stock stratégique de côté pour pouvoir reloger justement les gens. Et pourquoi ? Surtout, je m'interroge, pourquoi nous avons arrêté le programme de logements sociaux en 2021 ? On voit aujourd'hui les résultats, parce qu'encore une fois, c'était structuré. Nous avions des partenariats publics-privés, nous avions des opérateurs connus, listés, tracés, qui intervenaient pour construire des programmes de logements finis. On a préféré la facilité, on a préféré détourner les yeux sur les pratiques. On a préféré détourner les yeux sur les contrôles qui devaient être importants et sur ces surélévations illégales. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on déplore plus d'une vingtaine de décès. Mais c'est encore une fois, c'est criminel d'agir comme ça. En tout cas, vous parliez justement de partenariat public-privé, vous parliez également tout à l'heure de logement fini, et c'est là où je vais vous interpeller, Monsieur Benjelloun, vous qui êtes dans la profession, justement. Monsieur Boufous a parlé de programme, de contrat-programme aujourd'hui, concrètement sur le terrain.
Quelle communication y a-t-il avec les pouvoirs publics pour vous en tant que professionnel? Est-ce qu'il y a collaboration, ou en tout cas renforcement de collaboration pour pouvoir trouver ensemble des solutions et donner des recommandations qui soient durables et bénéfiques sur le terrain? Avant de répondre à votre question qui est pertinente et pour laquelle je vous remercie, je vais rebondir sur 2 points dont ont parlé mes prédécesseurs, que je remercie également. Ils ont mis le doigt là où ça fait mal, effectivement. Sissi Chachni a parlé du fait que lorsque vous attribuez un lot à une personne, donc dans le cadre de la résorption de bidonville, il n'a pas les moyens de la construire. Donc il est obligé de s'associer avec des tâcherons, autres, etc., pour se répartir. Donc, effectivement, la question de la formation et de la qualification. Oui, alors effectivement, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne connaît rien à ce métier-là d'édifier un bâtiment au moindre coût et sans disons, respect des normes de sécurité les plus élémentaires. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas construire quelque chose par quelqu'un qui ne sait pas construire. Ça, le problème. Et dont les moyens financiers sont limités. C'est d'abord un problème de structure et par ailleurs également au niveau esthétique. On se retrouve avec, je m'excuse du terme, je ne vais pas employer un terme qui est assez fort, mais on se retrouve avec quand même des quartiers qui sont pas beaux à voir. Vous voyez, il n'y a pas d'accompagnement. Hein? Des logements hideux. Je suis d'accord. Vous pouvez le dire. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Donc, est-ce qu'il faut continuer comme ça, comme l'a dit Rachid, ou bien est-ce qu'il faut s'orienter autrement? Bon, ça, c'est à l'État de décider. On n'est pas là pour critiquer. Maintenant, c'est pas facile. On ne va pas venir vers la solution de simplicité. La FNPI, enfin les membres de la FNPI, les membres du bureau ne sont pas là pour critiquer. On n'a pas d'ambition politique, on n'a pas de poste à demander, à pourvoir, etc. On est là pour essayer d'améliorer. Alors, on est là pour essayer d'améliorer le processus. Et très sincèrement, c'est par amour du pays que l'on réagit. Et il ne s'agit pas du tout d'une critique, disons, pour critiquer, pour avoir un objectif caché. Alors, un bâtiment, c'est quelque chose de technique. Un bâtiment vit. Effectivement, il faut le suivre. C'est comme un corps humain. Un corps humain, on tombe malade, on va se soigner. Il est question effectivement de vérifier si la structure est bonne, s'il n'y a pas des fissures, des craquements, etc., etc. Auquel cas, on peut effectivement apporter une amélioration. Il s'agit effectivement de voir quelle est la structure du bâtiment. Il s'agit de voir également de faire des prélèvements tout au long de la construction du bâtiment. Voir quelles sont les poutres. Il faut faire des prélèvements à 7 jours pour le béton B25 par exemple. Il faut qu'on ait entre 15 et 18 mégapascales. C'est des détails techniques qui sont importants, que je dis, qui n'intéressent peut-être pas l'auditeur, mais qui sont importants à connaître. Et ça, il faut être professionnel de la chose pour pouvoir faire ça. Justement, qu'en est-il du statut du promoteur aujourd'hui ? Merci de poser la question. On revient à ce que disait tout à l'heure. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux autorités de mettre en place ce qu'on appelle un statut du promoteur, de manière à ce que pas n'importe qui puisse construire, parce qu'il y a une responsabilité. Et malheureusement, là, la porte est ouverte à tout un chacun de faire ce métier-là, sans qu'il y ait véritablement de compétences et sans respect des normes et des lois en vigueur. Je ne dis pas que tous les promoteurs professionnels sont strictement respectueux de ces lois-là, et produisent de la qualité à 1000%, loin de là, mais quand même, il y a une professionnalisation de la chose. Et comme l'a si bien dit Rachid, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité du promoteur. On sait parfaitement qui est là, qui c'est qui doit faire. Et s'il y a une problématique, c'est à lui d'assumer ses responsabilités. C'est qui pointer du doigt à ce moment-là. Pas pointer du doigt. Il ne faut pas être dans le cadre du répressif. Il faut vraiment avoir un esprit de collaboration et esprit ouvert de façon à améliorer le processus. Est-ce qu'on va toujours continuer à affecter des lots à ces populations qui viennent du rural, comme l'a si bien dit Rachid, et dont les moyens sont limités et qui construisent mal parce qu'ils n'ont pas le choix? Ou bien est-ce qu'il faut leur offrir un produit fini, au moins bien structuré, dans un environnement, dans un cadre agréable, plus ou moins agréable? C'est là où le facteur prix rentre en compte. Il y a le facteur prix. Il y a les matériaux. Les prix flambent. Exact. Il y a une économie qui se fait sur la chaîne de valeur même par les promoteurs, j'imagine, professionnels. Je parle sous votre contrôle. C'est juste. À ce moment-là, comment gérer cette situation? C'est complexe. C'est très complexe. Il y a plusieurs intervenants dans l'acte de bâtir. C'est une problématique qui est compliquée.
il y a un aspect fiscal, il y a un aspect réglementaire, il y a un aspect de hauteur, il y a le coût du foncier, il y a le coût également de tout ce qui est VRD, tout ce qui est, disons, raccordement aux égouts. Il y a des taxes parafiscales qui sont là, qui sont importantes et qui grèvent aussi le pouvoir d'achat des gens. Donc, il s'agit de tout mettre en œuvre pour obtenir un logement harmonieux, solide, où les populations puissent s'épanouir dans un cadre agréable et qui puisse effectivement durer longtemps. Parce que si on affecte ces lots-là, et ensuite il faudra les démolir, donc c'est un coût qui est surélevé par rapport à la communauté et par rapport à l'État. Moi, je propose qu'il y ait une table ronde, qui est franchement une table ronde, avec une semaine de discussion entre tous les intervenants pour essayer, sous l'égide donc des responsables, pour essayer d'élaborer une stratégie efficiente à court, moyen et à long terme, afin de régler ces différentes problématiques, parce que il y a plusieurs contraintes, et ce n'est pas uniquement le ministère qui est concerné là-dedans. Vous avez tout ce qui est, je le répète, le réseau d'assainissement, vous avez les services fonciers, vous avez effectivement l'urbanisme, mais il y a beaucoup la conservation foncière. Tout ça, c'est des coûts qu'il faut élaborer, qu'il faut étudier, mettre en place une stratégie globale dans une laquelle stratégie tous les globale et qui puisse être sécurisée et sécurisante pour l'ensemble de la population. Justement, quelles difficultés aujourd'hui, selon vous, les pouvoirs publics, les municipalités rencontrent aussi pour faire appliquer certaines lois, certaines décisions de rénovation, de démolition, lorsqu'une décision est prise? Parce qu'il y a ce volet-là aussi qui rentre en compte. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce président de la fédération. Le répressif, il faut le maintenir, parce que quand on viole les lois ou les règlements, le répressif, c'est ce qu'il faut pour colmater ces brèches et ces incorrections. Par contre, comment voulez-vous déloger des gens, même dans des maisons ou bâtiments menaçant ruine, si vous ne donnez pas en contrepartie immédiatement des solutions et des logements? Ce que nous sommes en train de vivre un peu partout dans le Maroc, en pleine période hivernale, en plein milieu scolaire, en plein année scolaire, et on déloge des gens sans pour autant leur donner de l'immédiat des solutions de rechange, de recasement, de scolarisation, etc. Il faut que cette politique de relogement ou d'attribution de ces lots, il faudrait qu'elle change. Haro sur tout ce qui est urgent et précipité. Il faut une vraie politique de la ville, où tous les intervenants, où tous les concernés puissent intervenir, qu'ils soient architectes, urbanistes, sociologues, juristes, etc., et s'attabler et essayer de dégager une vraie politique de la ville qui soit pérenne, et non pas au bon vouloir du politique. C'est pour ça que j'avais demandé à un certain moment que ce ministère de l'urbanisme et de l'habitat soit un ministère de souveraineté. Parce que dès qu'un ministre commence un programme, le lendemain, quand il n'est plus là, il y a l'autre qui le met dans le tiroir et qui le change. Il n'y a pas une continuité. Alors que l'urbanisme, c'est la durée. C'est dans 30, 40, 50 ans. Monsieur Boufouz, justement, donc Monsieur Chitachni parlait de changer la politique de relogement. Oui. Aujourd'hui, il faut avoir une vision anticipative, urbanistiquement parlant, de la ville. Est-ce que la mise en place d'une cartographie nationale du risque est-elle devenue plus qu'une nécessité aujourd'hui? Elle existe. Elle existe. Mais alors, on n'en fait rien du tout. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Si cette cartographie existe, quel est le problème exactement? Le nombre d'études pointues sur toutes les problématiques liées à l'urbanisme sont pléthores. Par dizaines et dizaines, elles sont dans les tiroirs. Encore une fois, il ne suffit pas de commander une étude, il faut la mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre, il faut qu'il y ait des ressources. Donc on parle d'exécution. Mais bien sûr. Et dans ce cas-là, bon, je rejoins mes amis par rapport à ce qu'ils ont dit. Effectivement, il faut que tout le monde intervienne. Effectivement, il faut que toutes les administrations s'asseyent autour d'une table. Pourquoi on a autant d'intervenants qui s'entrechoquent entre eux? Personne ne veut coordonner
l'action de tous les intervenants. Une centralisation du pouvoir de prise de décision. Bien sûr, mais encore une fois, pour ce qui est des projections. Dans les années 2000, il y avait ces projections. Parce qu'encore une fois, même s'il y avait un ministre politique, c'était un professionnel. C'était un ingénieur architecte. Bien. On avait des visions. Moi, j'ai participé à ces programmes. On anticipait déjà 20 ans avant ce qu'allait donner la démographie au Maroc. C'est pour ça qu'on a sorti un certain nombre de projets qu'on a appelés les zones d'urbanisation nouvelles, qu'on a appelés les grands lotissements, qu'on a appelés même les villes nouvelles, etc. Bon. Après, on a eu des ministres simplement politiques. Et là, je rejoins ces Chitachni. C'est que le ministère de l'urbanisme, surtout de l'urbanisme et de l'habitat, doivent être un ministère de souveraineté. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas qu'on change de stratégie à chaque mandat ministériel. On doit avoir une vision long-termiste, d'accord, où on se pose. Nous connaissons tout. Nous avons des outils extraordinaires au Maroc. Nous avons tous les 10 ans le recensement général de l'habitat et de la population qui nous donne non seulement le nombre d'habitants, mais aussi la qualité du logement habité. Nous savons tous les 10 ans combien nous avons de bidonvillois, combien nous avons de logements, combien nous avons le taux d'équipement du logement. Est-ce qu'ils ont un téléviseur, est-ce qu'ils ont un téléphone, est-ce qu'ils ont une salle de bain, etc. Tout ça, nous le savons. Cette agrégation aujourd'hui que fait le Haut Commissariat au plan, nous l'avons, mais il faut une anticipation, et ça vient au niveau du ministère de l'urbanisme pour ouvrir de nouvelles aires d'urbanisation, pas forcément dans l'étalement des villes, mais on peut requalifier les villes actuelles. Beaucoup de quartiers, on peut donner de la hauteur sous contrôle, mais il ne suffit pas de donner des surélévations, comme on l'a fait, non. Quand on veut refaire une requalification et donner plus d'étages, il faut détruire déjà tout le logement qui est existant et reconstruire sur de bonnes bases de nouveaux logements avec de grandes hauteurs. Pour réduire justement cet étalement urbain qui nous pose problème, vous imaginez aujourd'hui quand je vous dis que la Fès a pratiquement multiplié par 4 ou par 5 son territoire en 60 ans, ce qui est énorme. Même les communes n'arrivent plus à intervenir. Même les agents d'autorité ne peuvent pas contrôler un territoire aussi étalé. D'accord ? Donc, il faut recentrer les choses, mais au départ, il faut avoir une vision étatique, gouvernementale, mais aussi sous un ministère de souveraineté, parce que là, c'est vraiment l'avenir des Marocains qui est en jeu. Et je pèse mes mots parce que on étudie souvent beaucoup de choses au Maroc, mais on oublie souvent la démographie. Et la démographie, elle peut nous impacter dans tous les secteurs économiques. Donc il faut... Justement, quand vous parlez de démographie, vous en parlez déjà tout à l'heure, comment combiner cela à cette rareté du terrain qui existe aujourd'hui? Comment équilibrer les choses pour pouvoir faire vivre autant de personnes dans des espaces contrairement à ce qu'on pense, avec le une Maroc, bonne qualité de vie. Contrairement à ce qu'on pense, le Maroc, le territoire marocain est très peu peuplé. Ce qui est peuplé, c'est la zone littorale. D'accord, de El Jadida à Knetra, sur 270 km, vous avez plus de 50% des gens qui habitent au Maroc. Par contre, à l'intérieur des terres, c'est vide. Il y a plusieurs centres dans les périphéries qui sont vides. Pourquoi on ne les remplit pas? Pourquoi les gens les quittent justement pour venir vers la zone littorale? Parce qu'ils n'ont pas d'équipement, parce qu'ils ne sont pas reliés au réseau ferroviaire, parce qu'ils n'ont pas un réseau d'autoroutes, parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, parce qu'ils n'ont pas d'école, parce que c'est normal que les gens migrent. Alors, nous étions à 80% de ruraux en 1960. D'accord ? Aujourd'hui, nous allons passer à 70% d'urbains. Regardez la difficulté. Tout ça est dû à quoi? Et pourtant, nous sommes passés de 9 millions d'habitants en 1960 à presque 40 millions en 2025. Donc, et sur le même territoire, je veux dire, marocain, bien en ayant rajouté le territoire du Sahara marocain, le Maroc reste très peu
peuplé dans son propre territoire, c'est-à-dire les densités, quand on les compare, elles sont très faibles quand on sort des grands centres urbains, les littoraux. Donc par contre, vous avez des villes comme Fès, qui est pratiquement au centre du Maroc, le centre-nord, où elle va capter toutes les migrations qui vont venir de partout, parce que c'est une ville millénaire, et pourtant, cette ville, aujourd'hui, Fès, on a déstructuré son tissu économique, et il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'activité. Donc les gens viennent juste pour habiter, pour quitter leur pauvreté donc dans les montagnes, pour trouver un hôpital, un CHU, trouver des services qu'ils n'ont pas dans le rural. Et pourtant, il n'y a pas de travail. Donc il y a un développement de l'insécurité, il y a un développement donc de beaucoup de choses qui sont répréhensibles parce que on n'a pas accompagné le développement de Fès avec le développement de zones économiques, de zones d'emploi qui peuvent justement capter cette population et aussi d'élever son niveau pour qu'elle n'aille pas chercher refuge dans des logements moins construits, mais qu'elle aille chercher à acquérir des logements mieux construits avec des professionnels reconnus. Donc tout est lié. Donc si nous n'avons pas de vision long-termiste qui prenne en compte tous les secteurs de la société, mais en démarrant avec la démographie, on ne va pas aller très loin. Et malheureusement, et je le répète encore une fois, ce sont des choses que nous disons tous les ans pratiquement. Ça fait plus de 15-20 ans que nous le racontons. C'est toujours moi, j'ai l'impression que je prêche dans un désert. Personne n'écoute les professionnels. Il faut que ça s'arrête parce qu'encore une fois, quand on ne nous écoute pas, voilà ce qui arrive. C'est malheureux à le dire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se voiler le visage. C'est qu'il faut donner le temps aux professionnels de phosphorer, de proposer, d'accompagner l'État. Dire aujourd'hui simplement que la technostructure étatique administrative est capable de réfléchir, je dis non, elle est incapable seule de réfléchir. Il faut qu'elle allie avec elle, à côté d'elle, toute la richesse que l'expérience apporte au secteur privé pour qu'on ait au moins une réflexion et surtout une action efficiente. On entend votre appel à une action commune qui soit globalisée et justement long-termiste pour le Maroc. Monsieur Benjeloun, quelles mesures aujourd'hui incitatives, aide à la rénovation, dispositions financières plutôt avantageuses, je ne sais plus quel est le terme exact, mais vous avez compris la question. Vous parliez tout à l'heure de taxes également. Donc, quelles nouvelles dispositions, incitations fiscales pourraient aujourd'hui aider à mettre en place rapidement une cellule de diagnostic et une sécurisation des bâtiments de manière la plus urgente possible, tout en maintenant bien évidemment la sécurité? Alors, avant de répondre à votre question, pour laquelle je vous remercie encore une fois, je tiens à dire que je n'ai jamais été contre le fait qu'on fasse respecter la loi. Hein. Il faut effectivement respecter la loi, mais j'ai simplement dit que dans le contexte actuel, avec l'effondrement de ces bâtiments, ce n'est pas le moment d'aller chercher, pointer du doigt telle ou telle personne au niveau de ses responsabilités, etc. Il est clair que la loi doit être là, elle doit être respectée par tout le monde et elle doit être, disons, appliquée. Deux points avant de répondre à votre question. Il s'agit de voir quelles sont les qualifications des intervenants. Quand je parle de qualification des intervenants, je parle des autorités qui sont en responsabilité de suivi des chantiers. Je parle sous le contrôle de C. Rachid, je pense qu'il partage le même point de vue que moi. Il faut voir quel est le degré de qualification des agents au niveau des communes, au niveau des agences urbaines, quelles sont leurs compétences. Est-ce qu'il y a une formation continue? Ce problème doit être posé. Et il faut qu'il y ait des modules sur YouTube, sur Internet, qui puissent apprendre de façon continue aux gens. Ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place. Quels sont les processus, quelles sont les normes et quelle est la qualification de ces gens-là pour savoir est-ce que tel ouvrage respecte la loi, est solide ou ne l'est pas. Ça, c'est une chose qui est très importante. Également, au niveau des entreprises, au niveau des intervenants, il y a une chose qui est gravissime. C'est que, par exemple, les conducteurs de travaux, les grutiers, est-ce qu'ils ont une formation réelle? Est-ce qu'ils ont les pelleteuses, les conducteurs de pelleteuses? Ça, ce problème se pose au niveau des villes.
Vous voyez, vous avez quelqu'un qui débarque de la campagne, comme l'a dit Rachid, il vient, il se met à conduire une grue. Et il n'a pas de formation, c'est quand même gravissime. Il conduit une pelleteuse en pleine ville, vous comprenez. Et également, au niveau urbanistique, des fois, on impose, il faut faire 2-3 sous-sols dans ce bâtiment-là. Alors qu'à côté, il n'y a qu'un seul sous-sol. Donc on va effectivement affaiblir le bâtiment qui est à côté, parce que la réglementation change. Je pense très honnêtement, si j'ai une proposition à faire en toute modestie et en connaissance de cause, il faut voir le problème dans sa globalité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une responsabilité verticale. Parce que maintenant, tous les intervenants, chacun tire de son côté. C'est-à-dire que, par exemple, l'Agence de la conservation foncière, elle cherche à remplir ses caisses et à promouvoir de nouvelles taxes. Ça impacte sur le prix de revient. Les régies également créent de nouvelles taxes, ça rehausse le coût. Vous comprenez? La hausse des prix des matériaux de construction est là et ça rehausse le coût de production d'un logement. De même que le prix du foncier, il est là, il rehausse le... Donc il faut faire une décomposition du prix de revient d'un bâtiment, tout en sachant que le pouvoir d'achat des gens, et surtout effectivement du monde rural, est extrêmement limité, et essayer d'ajuster les paramètres de manière à obtenir un produit qui puisse correspondre à tout le monde, et un produit qui soit effectivement solide, et qui puisse durer des années, et qui soit périn. C'est ça la véritable contrainte. C'est pour ça qu'il faudrait, enfin, à mon sens, en toute modestie, qu'il y ait une concertation vraiment à bâton rompu et ouverte, travailler, disons, à livre ouvert avec les responsables pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les propositions. Moi, je pense qu'effectivement, l'autoconstruction, elle comporte des risques. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas un pouvoir législatif, etc. Mais je dis que s'il est question de continuer dans ce sens-là, au moins, il faut essayer de la contrôler et qu'il y ait un véritable suivi de cette autoconstruction de manière à ce qu'on n'aboutisse pas à ce genre de problématique. Il y a un autre problème que je voudrais évoquer et qui ne concerne pas, parce que là, on a parlé que Très rapidement, pour laisser le mot de la fin, M. Sitachny, il ne nous reste plus que 3 minutes. Il faut parler du monde rural. Nous avons des douars dans le monde rural qui sont là et il faut essayer quand même de reloger ces gens-là dans des conditions décentes et ne pas les laisser dans ce genre de situation. Ça parce que comme l'a dit Rachid, il parle 30% du monde rural, moi je dirais qu'il y en a plus. Et ce sont des populations. Et d'ailleurs, le dernier discours de Sa Majesté, il n'est pas question d'avoir un Maroc à 2 vitesses. Il faut également se pencher sur le monde rural et voir qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est pas uniquement le promoteur privé. On peut trouver des solutions, des coordinations, etc., entre le secteur public et le secteur privé. Mais je pense qu'il faut se pencher à ça parce que si on arrive à créer des espaces de vie décents avec des emplois appropriés sur le terreau, là où ils sont, les migrations vers les villes vont diminuer et tout le monde sera gagnant. Monsieur Sitachny, le mot de la fin? Le mot de la fin, je continue dans la lignée de Monsieur le Président de la Fédération et dire que ça fait 40 ans qu'on avait demandé à réglementer tous les métiers du bâtiment et de l'immobilier, ce qui devait nous permettre 2 choses. D'abord, résorber le chômage des jeunes. Donc, quand je dis des métiers, ça va de l'agent immobilier jusqu'au contrôleur de chantier. Donc, ça va nous ouvrir énormément de postes à pourvoir pour nos jeunes. Mais malheureusement, depuis les années 80, rien n'a été fait depuis. Secondo, il faut appliquer la loi, la réglementation et le contrôle. Il faut former les contrôleurs. Ils ne suivent pas. Nous avons d'excellents architectes, d'excellents urbanistes. Nous avons des entreprises de construction qui sont valables. Je ne parle pas des tâcherons, mais c'est le contrôle final qui laisse à désirer. Il faut former des gens, il faut recruter des gens pour effectuer ce contrôle. Et puis, il faut appliquer la loi stricto sensu, sans complaisance aucune, et merci. D'autant plus que ce genre de catastrophe affecte aussi durablement l'image et le rayonnement de notre cher et beau pays qu'est le Maroc. Merci à vous, Monsieur Ahmed Hamid Sitachny. Je rappelle que vous êtes politiste, essayiste et chercheur en anthropologie, je vais y arriver, urbaine. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Pour votre invitation et sincères condoléances encore une fois à toutes les familles, au peuple marocain. Merci à vous également, Monsieur Rachid Boufous. Je rappelle que vous êtes architecte, urbaniste et écrivain. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Puis merci à vous, Monsieur Anis Benjeloun. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Merci de nous avoir reçus en espérant que ce genre d'accident ne se reproduise plus.
par la suite. Merci à vous et encore une fois, toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame et affectées par ce drame, que ce soit directement ou indirectement. C'est la fin de Question d'Actu pour ce soir. Très bonne soirée.